Ah! Ah, ça fait du bien. Non, c'est sympa le masque, mais c'est vrai que quand même, si on peut, quand on l'enlève, on est mieux. Enfin, Covid oblige. Donc, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bien sûr, vous nous avez manqué, hein, puisque ça fait 5 mois que, en fait, on a arrêté nos diffusions au vu des problèmes sanitaires. Et puis, en fait, ben là, on a décidé de reprendre nos émissions. On ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas, ben là, on a le plaisir de faire une émission sympathique en votre compagnie. Donc, je remercie à tous les Saxoniens qui nous suivent et bien sûr tous les gens qui nous suivent aussi sur Internet à travers le monde, puisque Saxon s'exporte à travers le monde. Ce soir, ben, un programme toujours aussi sympathique. Un tout petit journal, hein, puisqu'on a vraiment, on s'est dit, ben voilà, on nous donne des vacances, alors on a profité à fond. Donc un tout petit journal. Ensuite, nous aurons une petite ode. Qu'une Saxonins a écrit, et puis on va vous diffuser ça. Ensuite, nous aurons des passionnés de cinéma qui vont nous parler en fait de leur création, puisque nous avons le retour de Essie Saxon, pour ceux qui se rappellent. Enfin oui, je suis sûr que vous allez vous rappeler. Et puis, bien sûr, ils vont venir en parler sur le plateau, parce qu'il faut aussi faire sa petite promotion. Et puis, pour finir, nous aurons le film de Makila, en fait, magazine créé par Jean-Étienne Hallette, dit Jean-Jean, pour les intimes. Et donc, c'est un sujet qui met en honneur, en fait, l'hélicoptère Lama, puisque Makila, c'est bien sûr le magazine qui parle des choses qui volent. Alors, nous allons tout de suite commencer par notre premier sujet. Alors, on va voir si en régie ça suit, parce que on est un petit peu novice ce soir, et puis on a un peu perdu les réflexes. Alors, mais ça devrait aller, vous inquiétez pas. Donc, tout de suite, nous avons le premier sujet. En fait, c'est Ludmila, heureuse en fait, qui est une jeune étudiante en mise en scène. Et puis, en fait, elle fait une école maintenant en Belgique de mise en scène. Et elle a dû rentrer pour les raisons qu'on connaît. Et elle s'est dit, ben là, je suis là toute seule, il faut que je fasse quelque chose. Alors elle a réuni un petit peu ses copains et ils ont monté une pièce. Et ils ont fait ça dans une grange. Et c'était un moment assez sympathique. Donc il y a quelques Saxoniens qui se sont déplacés, des amis aussi bien sûr. Et nous on avait la chance d'être là aussi. Et puis pour votre plaisir, nous allons diffuser un extrait de cette pièce qui sera peut-être diffusée sur Télé Saxon dans son intégralité. Mais en tout cas ce soir nous vous proposons un extrait. Donc l'extrait de la pièce de théâtre mise en scène par Ludmila, créée et mise en scène par Ludmila Reuse. Je vais faire l'appel des participants d'honneur. Parce que ça, faut savoir que si vous m'appelez au 06 06 52, eh bien, vous, madame, monsieur, vous pouvez faire partie du club de fidélité des créatures fantastiques du loto. Eh oui, parce que nous, on est un club, on est un vrai et on récolte toutes les âmes. Alors, je vais faire l'appel des participants. Est-ce qu'on a la vouivre? Oui, j'appelle la vouivre. Bravo, bravo, bravo. Ah, la vouivre. La vouivre, elle n'a pas eu un parcours facile. Hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de son histoire, mais elle était toute seule, elle s'ennuyait. Mais elle a trouvé les amis du loto au 06 06 52. Vous aussi, madame, monsieur, tout le monde peut rejoindre les amis du loto. Comment ça va la vouivre? Ben écoute, ça se passe bien. Ah, c'est bien, c'est merveilleux. Hein. Nous avons aussi un pilier du loto, hein, vraiment 4 ans, 4 mois qu'elle est morte. Toujours là, elle n'a pas fait un seul loto. Hein. Faites du bruit pour Guy Noël. Notre petite Guy Noël, elle est vraiment formidable. Comment ça va? Ouais, ça va super, c'est gentil. Ah, ouais, elle est toujours bien. Les rhumatismes?
Oh, ça va, ça se traite, ça se traite. Ah oui, le loto, ça aide pour les rhumatismes, jamais. Hein. 06 06 52. Je vais maintenant appeler là, te tuer la panthère. Ça, c'est le Dahu. Le Dahu, moi, je vous le dis, c'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a le Dahu? Non. Le Dahu? Non? Oui, Ah, on a des infos sur le Dahu? oui, alors, j'ai eu bonsoir. J'ai eu les informations sur le Dahu et il est en train de faire un concours de théâtre pour gagner le concours Micro. Ah oui, bah il a une bonne excuse. Hein. C'est dommage, hein, parce que moi, je vous le dis, pas là pour rire, le Dahu. Hein. Bon, ben, on a tous nos participants, tout le monde a sa patate fixe, a son sac. Formidable, formidable. Alors, pour ce faire, on met tous les numéros qui vont de 50 à 100 si jamais. Hein. Donc, on y va? Bétonnière, 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 bétonnière. Et voilà, et c'est parti mon kiki. On y va pour l'appel des numéros. J'appelle le 36. Alors, donc, si vous avez vraiment le numéro, vous cochez bien. Hein. Alors, 36, 74, 85, 58, 69, 68. Corinne est contente. 82, 44, 57, 78, 43. Toujours rien? Pas de gagnant? Alors, 50. Coup de bétonnière! Coup de bétonnière, c'est parti mon kiki. Bétonnière! Bétonnière, 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 bétonnière. Voilà, donc effectivement pour une première, c'était une belle création de Ludmilla Reuze. Maintenant, on va continuer avec Saxon et puis nous allons en fait rendre hommage à ce magnifique village dans lequel nous habitons. C'est pour ça aussi que j'ai mis ma veste couleur abricot. Ce n'est plus du orange, c'est de la couleur abricot maintenant qu'il faut dire. Et donc, il y a ceux qui vivent saxon, il y a ceux qui ont saxon qui coule dans les veines, et voire même la pierre à voir qui coule dans leurs veines. Ça, ce sont vraiment les vrais saxonins. Et là, nous avons justement rencontré une véritable, il s'agit de Marie-Jeanne Claret. Et en fait, elle aime tellement la pierre à voir qu'elle nous a composé un petit poème, donc qu'on va tout de suite vous diffuser, Ode à la pierre à voir de Marie-Jeanne. Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Claret, je suis fille de Maurice et Honorine Plan. Et mon papa, il a sculpté cette pierre à voir qui est là derrière moi. Alors, en son honneur, et aussi en honneur de notre belle pierre à voir, je me suis permise d'écrire une ode. Alors, ode à la pierre à voir, que tu es belle aux aurores lorsque tu resplendis de fraîcheur. Tu es superbe au coucher du soleil quand tu te plais à nous faire découvrir Guillaume Tell dans ta couleur rose apaisante. Tu es impressionnante quand tu es vêtue de ta cape d'hermine et que tes cristaux se reflètent au soleil. Et quand tes roches sont noires, parce que la veille sous la pluie, tu as l'air de nous dire « Voilà, j'ai eu ma douche, je suis toute propre, venez me dire bonjour !» N'importe quand, n'importe comment, nos ancêtres t'ont aimé, et nous aussi. Nous croyons que tu as une âme, cher caillou. Attrape au vol un grand merci. Tu es le joyau des Saxonnais dans ton écrin de fée magique.
Voilà, nous remercions encore Marie-Jeanne d'avoir écrit ce poème magnifique. Donc je remercie aussi Frédéric Dupont en fait qui nous a organisé cette petite rencontre, Patricia en fait qui m'a assisté, et puis aussi Christian Arnold qui nous a aussi apporté ces belles images de la pierre à voir. Nous allons continuer maintenant avec d'autres passionnés, hein. Alors eux, Saxon, c'est aussi leur passion, mais eux, ils aiment aussi la vidéo ou le cinéma, en fait. Et c'est pour ça que ce soir, je présente l'équipe de Et si Saxon. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, pour ceux que ça dit quelque chose, parce que ça fait un petit moment qu'on les a plus vus, hein, pourtant ils étaient là, tapis dans l'ombre, à continuer comment dire, courageusement leur périple. Et donc je reçois ici Saxon, l'équipe, hein, puisque c'est une grande équipe, mais ce soir il y a deux des protagonistes. Donc il s'agit de Christophe Caron et Gabriel Pescator. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ici Saxon, donc on va tout de suite voir votre création d'ici quelques secondes, mais peut-être est-ce que vous avez un petit mot à dire à votre sujet? En gros, on est une équipe d'amis qui faisons des vidéos pour TV Saxon. On est d'ailleurs, nous deux, on est souvent derrière la caméra ou la régie ici. Et on aime bien profiter de l'infrastructure de TV Saxon pour faire des films. Et on avait lancé un concept en 2014, ça commence à dater, qui s'appelait Et si Saxon, et on imaginait des petits scénarios avec le village d'un point... on change quelque chose dans le village. Par exemple, on avait fait un seul habitant, Si Saxon avait une mafia. Et là, on revient avec un nouveau film que mon collègue va vous présenter. Donc notre nouveau film, ce sera Et si Saxon avait un super flic. Donc il est inspiré de la série de l'Inspecteur Harry, pour ceux qui connaissent la série de films avec Clint Eastwood. Et donc ce soir, on vous présente ce film. Voilà, donc je pense qu'on va en parler un petit peu après, hein, justement des coulisses de la création, parce que là, c'est vrai que... il y a des choses à en dire. Voilà, il y a des choses à en dire, effectivement. Donc tout de suite, on ne va pas vous faire attendre, et donc votre film est diffusé ce soir en prime time sur Télé Saxon. Et voilà, ici Saxon avait un super flic, c'est maintenant sur vos écrans, tout de suite. Oh, darling, quelle magnifique journée! Rien ne pourrait la gâcher. Oh non! Arrêtez, mister! Ça picole! Oh, ça fait vraiment mal! Merde, il est froid. Bah oui, il est mort. Mon café. Oh. Alors, on a quoi? Un terrible accident. Il est tombé dans les escaliers. Non, il s'est fait descendre. C'est ce que je dis. Non, c'est un meurtre. C'est quoi ça? Un couteau, chef.
Il est tombé dessus. Et ça? Bon, une balle perdue, ça arrive. Et ça, c'est quoi? Bonjour, je suis un tueur. C'est bien moi qui l'ai tué. Je vais tuer d'autres gens, sauf si vous me donnez 3 millions de dollars saxonaux. Je contacterai le commissariat dans la journée. Bisous, signé le tueur. Tout le monde peut se tromper. Je sais pas pouvoir. D'accord. Salut Henri. Salut. Le patron t'a déjà mis au courant? Oui, il compte encore sur nous pour faire son boulot. Bon bah alors je vais y aller. Amène juste ça au labo pour moi. D'accord. Alors, boss, vous pouviez me voir? Voilà, enfin, Henri. Écoutez-moi ça. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus. Oh mince, c'est pas la bonne cassette. Allô? Bonjour. Qui est à l'appareil? Vous pensiez que cette journée était magnifique et que rien ne pourrait la gâcher? Eh bien aujourd'hui j'ai tué quelqu'un et je recommencerai si vous ne répondez pas à mes exigences. Je veux 3 millions de dollars saxonins. Donnez-moi votre adresse, que je vous les livre. Ha ha ha, très drôle commissaire. Mais vous verrez bien qui rira le dernier. Rendez-vous à la place des grenouilles à 16h. Au revoir commissaire. Allô? Allô? Bon, Allô? on a assez entendu. J'irais bien livrer l'argent moi-même, mais je pense que ça va pas se passer comme prévu. Alors, c'est vous qui vous y collez. Prenez l'argent, livrez-lui, arrêtez-le, mais je veux pas d'accident cette fois-ci. Compris? Qu'est-ce que vous reprochez à mes méthodes? Le fait qu'il ne reste plus grand-chose à envoyer en prison. En tout cas, c'est pas en restant assis derrière votre bureau que vous les enverrez en prison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Simplement que vous êtes pas un vrai flic. Sérieusement, les gars, faites un effort au moins. Allô? Bonjour inspecteur. Voyez-vous, je n'aime pas les piques assiettes, comme vos deux crétins là-bas. Wesh. On va jouer à un jeu. Je vous donne 5 minutes pour vous rendre à la cabine du village. Au revoir inspecteur. Allô? Vous avez encore ces deux crétins sur le dos? Débarrassez-vous d'eux. Vous avez 5 minutes pour vous rendre à la cabine près des entrepôts. À tout à l'heure, inspecteur, si vous courez assez vite. Merde. Vous deux, vous bougez pas de là. Oui, patron. Oui, chef. Je t'avais dit que le wesh était de trop. Non. Rebonjour, inspecteur. Félicitations, vous êtes arrivé dans les temps. Mais croyez-vous que je n'avais pas remarqué l'autre petit malin derrière vous? Je vous donne 5 minutes pour aller à la cabine de Martini. Mais
Oh merde! Alors? Asseyez-vous. On a trouvé un nouveau cadavre. Tu crois qu'il est mort? Alors vous allez rester là, sans rien dire, inspecteur! Non, je vais trouver le tueur. Ah, Henri, je te cherchais. Tu te rappelles la tasse qu'on a trouvée près du corps? Regarde bien ce qui est dessus. Mais c'est Napoléon? Un Anglais n'aurait jamais ça chez lui. Du coup, on a décidé de relever les empreintes. Et figure-toi que c'est un type connu de nos services, mais on n'a jamais réussi à l'inculper pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on lui rend sa tasse. Bah dis donc, moi si j'habitais dans une baraque pareille, je tuerais aussi des gens. Tu crois qu'il est chez lui? Non putain, merde! Aïe. Au fait Henri, je me demandais pourquoi est-ce que t'as une arme? T'as déjà réussi à toucher quelqu'un? Bien sûr. Félicitations! Voici votre arme! Bon, on y va. Je sens que c'est une belle journée, rien ne pourra la gâcher.
ça? Le tueur. Quel tueur? Celui que vous m'avez demandé d'arrêter. Libérez-le! Comment? Les arrestations le dimanche sont illégales, peu importe le motif, et vous le savez! Vous allez pas relâcher ce monstre dans la nature et les preuves? Elles sont irrecevables parce que vous l'avez arrêté un dimanche! La loi est idiote. La loi, c'est la loi, détachez-le! Je suis libre et vous ne pouvez rien. Libéré, délivré, je vais tous vous tuer. Sortez de mon bureau! Trop voyant. Ça, c'est parfait. Un peu de musique, ça me remontera le moral. Et maintenant, les informations locales. Augmentation de la brutalité policière dans notre ville. La police serait-elle fasciste? D'après nos sources, un inspecteur a été surpris à travailler... Bon, faut que j'aille bosser. J'étais enfin trouvé. Ah non, c'est pas ce que vous croyez, j'étais juste... Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Pas de plus. Tirez pas! Vas-y, tire! Non! Mais qu'est-ce que t'attends? Tire! Alors, t'as la trouille, poulet? Une vraie poule mouillée, ce flic! Avoue que tu l'as pas vu venir, celle-là. On l'a enfin chopé. Cette fois-ci, c'est pour de bon. J'aime les lundis. Ah, Henri, vous êtes là! Je vous avais pas vu entrer! Venez voir, je passe au 19h30, là! Ah, c'est mon moment préféré! Et donc, après avoir libéré le suspect faute de preuves, vous avez établi un réseau de surveillance autour du suspect. C'est exact. C'était un plan longuement réfléchi par mes soins. J'ai toujours su que cet homme était coupable. Heureusement, nous l'avons appréhendé. Justement, quel agent a procédé à l'arrestation? Vous savez, les forces de l'ordre ne cherchent pas la gloire. On fait juste notre boulot et on sert notre très cher président. Je ne donnerai pas d'autre nom que le mien. Mais qu'est-ce que vous faites, Henri? Mais arrêtez! Vous êtes fou ou quoi?
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh. Hey, Henri! Je suis vraiment désolé. L'inspecteur est de retour. Ça va faire mal, il vous attend au contour. Et ça ferraille dans les bureaux miteux du village. Il emmagasine toute sa rage. Faites bien attention, les crapules. Faut pas le prendre pour un petit nul. L'inspecteur est de retour. Ça va faire mal, il vous attend au contour. Et ça ferraille dans toutes les rues, il y a des salauds qui feraient mieux d'aller au boulot. Je te dirai pas ce que j'en pense, dormez tranquille dans l'urgence, l'inspecteur est de retour. Ça va faire mal, il vous attend au contour. Et ça ferraille, aïe 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 aïe. Donc on peut déjà vous applaudir, toute l'équipe, bravo pour le travail. Donc c'était un très très gros travail, donc bravo pour votre film. Donc ça y est, c'est fait, c'est diffusé, soulagé? Oui. J'imagine. Donc vous pouvez me rappeler un petit peu la durée de ce travail? Comme je vous avais dit, Ici Saxon, on a fait en 2014 et en 2015. On n'a pas arrêté, mais moi j'ai eu mon travail de diplôme. Alors pendant un an, j'ai bossé sur ça. Puis après, on a relancé en 2016. On dit on va le faire et on ne s'attendait pas qu'on le sorte en 2020 finalement. Parce que ça a traîné. Après, oui, disons qu'aussi, c'est quand on fait quelque chose bien, ça prend toujours du temps. Et voilà. Donc, il y a Hollywood, il y a Bollywood, et puis maintenant, il y a Saxonwood, avec Sollywood. avec votre équipe. Donc, oui, comment ça se... Donc on voit, c'est librement inspiré, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début, de l'inspecteur Harry. Justement, c'est votre, vous avez des univers qui sont très proches, un petit peu des années un petit peu avant. Justement, qu'est-ce qui vous passionne dans ces films? J'ai toujours eu une passion pour les films, et puis Gabriel aussi d'ailleurs, de toute époque. C'est pas l'époque de sortie d'un film qui m'importe. Et l'avantage avec les vieux films, c'est qu'on a le tri. Parce que les films qui sortent aujourd'hui au cinéma, il y en a des très bons et des très mauvais. Et on a de la peine avant d'aller le voir, savoir lequel est bon. Alors qu'avec les films d'avant, il y a des perles oubliées et des mauvais films qui sont toujours classiques. Mais la plupart, c'est assez bien trié, selon mon avis. Et L'Inspecteur Harry est un film que j'ai vu à peu près, que j'ai découvert justement à peu près 2014, qui m'a pas mal marqué. Donc j'ai proposé aux autres de faire quelque chose sur ça et ça les a intéressés. Donc on a écrit le scénario avec Adriano et après on l'a mis en tournage. Voilà. Et on voit, il y a, dans la réalisation, il y a beaucoup de clins d'œil justement aux films du genre. Et voilà, c'est ce qui fait aussi, ce qui donne aussi ce côté professionnel, parce que on remet un petit peu dans le contexte. Vous êtes parti justement, j'ai sorti un peu le matériel là tout à l'heure pendant la diffusion du film. Donc vous êtes parti avec ça, sauf erreur, oui, dans vos premiers films. Donc parce qu'ils ont dit on veut faire des films là, parce qu'on a voilà. J'ai dit bon ok, vous partez avec ça parce que. Et puis, je sais pas pourquoi je t'ai donné ça d'ailleurs. Non, c'était parce qu'il fallait apprendre. Il fallait bien, puis c'est simple d'utilisation aussi. Voilà, donc vous êtes parti avec une espèce de genre caméra GoPro, donc action cam. Et puis après, effectivement, quand vous avez ramené un ou deux films qui étaient sympas, j'ai dit bon, ok, on va taper un petit peu sur un peu plus professionnel. Donc là, c'est les caméras qu'on utilise nous dans le reportage. Entre celle-là et celle-là, on l'a utilisé pour La Mafia, qui est le 3e épisode. Voilà. Tu nous avais donné une un peu plus meilleure qu'une GoPro, mais intermédiaire, justement. Et puis en plus aussi par rapport aux problèmes de son inhérents au tournage à Saxon. Donc effectivement, là, on a une bonnette anti-vent notamment pour ça. Donc effectivement, donc vous venez un petit peu de loin. Donc là, on voit tout de suite, vous êtes à un niveau
un level super haut. Donc après, on va revenir un petit peu justement sur certains détails. Alors, on voit aussi, vous faites la part belle à Saxon, hein, donc on le voit à travers différents lieux. D'ailleurs, en fait, ce qui est génial, c'est que vous vu que ça a fait un tournage sur plusieurs années, et on voit quand même que Saxon a pas mal évolué. Donc peut-être que vous voulez dire un petit peu sur les lieux qui sont encore, enfin des lieux cultes en fait, maintenant, on peut presque dire. Typiquement, on a tourné vers la gare où il y a les entrepôts, qui maintenant n'existent plus. Voilà. Donc voilà, déjà un premier endroit de tournage qui reste comme ça un peu dans le film. Et ouais, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions, mais on a eu quand même pas mal de la chance. On a déjà tourné toutes les scènes de l'entrepôt, elles étaient déjà tournées avant qu'ils détruisent, donc ça nous a pas mal avantagé, mais c'est vrai que ouais. Et là, on le voit aussi, la production a reculé devant aucun sacrifice, hein, où vous n'êtes pas gêné, genre des télévisions, hop, qu'on jette à travers la fenêtre. Alors, je tiens à rassurer les gens, cette télévision était déjà cassée, et avait déjà inondé sous la pluie, et on s'est dit, vu qu'on l'a sous la main, autant en profiter pour nos désirs de destruction. Là aussi, hein, donc c'est un film qui est entièrement saxonin, enfin quoi qu'il y a quand même quelques éléments extérieurs, ça fait rare, quoique des pièces rapportées, ne serait-ce que le co-scénariste. Oui, bon, moi j'ai toujours vécu à Saxon mais je suis originaire de Thué, hein, d'après mon nom de famille. Gabriel aussi a toujours vécu à Saxon. Ouais. Notre co-scénariste, c'est avec lui que j'ai lancé le projet à la base. Et il est toujours dedans. Et oui, on écrit ensemble, et puis ça nous convient bien. Voilà, donc là aussi, il y a des acteurs qui se découvrent, hein, en tout cas acteurs. Hein. On sait que vous faites, quand un n'est pas devant la caméra, c'est celui qui est derrière, etc. Ouais. Vous avez une façon un peu tournée qui est à vous. Et une organisation aussi un peu particulière. Parce que c'est vrai que des fois, vous dites, à 2 heures, on vient à Télésaxon. Oui, des fois, il faut préparer le matériel. Et puis, alors, il y en a un qui a loupé le train. Ouais, il y a eu des imprévus quelques fois. C'est souvent 2 heures, mais on commence souvent à 3 heures. Quoi. Bon, on arrive, on regarde le matériel déjà. Puis le temps qu'on se prépare, ils sont là les autres. Quoi. Puis on peut lancer le tournage. Mais, ouais. Vous êtes inspiré un petit peu de la méthode nordique, un peu de tournage, non, scandinave, non, peut-être Lars von Trier un peu. Pour l'organisation peut-être, oui. Moins rodée hollywoodienne. Voilà, David Lynch quand il a fait son premier film en 5 ans aussi. Voilà, mais c'est bien aussi, hein, il faut de la spontanéité comme ça et tout. Aussi, hein, il y a la musique, hein, qui est aussi une création personnelle. Oui, à part la chanson de Joe Dassin, toutes les musiques ont été composées par mon frère à la guitare. Bien sûr. Et je lui en remercie. Et qui joue le personnage du commissaire. Notamment, ouais. Et oui, on a pas mal boosté sur le sonore. Les derniers travaux ont été assez axés sur cela. Puis on n'y pense pas, mais on a découvert avec ces premiers 6 saxons qu'on participe au montage, les deux. Ouais, on a fait le montage. Et parce qu'avant, c'était Bilardo qui s'en occupait. Jimmy, ouais. Et il a arrêté pour cause d'études. Et maintenant, on s'est occupé et on ne pensait pas que le son, ça prenait une importance aussi grande dedans. Oui, quelqu'un m'avait dit, en fait, dans audiovisuel, il y a audio, et puis en fait, il est en premier. Donc c'est vrai que quand on pense toujours image, on oublie le son qui a une importance énorme dans le cinéma. D'ailleurs, en fait, on le voit, hein, vous avez une piste, je mettrai une image en post-prod. Vous avez une piste qui est la piste vidéo, et puis dessous, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments sonores qui viennent se rajouter. Hein. Parce que simplement, quand vous décrochez le téléphone, il y a un bruit Alors ça, c'est très drôle. Alors, on a mis des bruits pour le bruit du téléphone, la sonnerie, et oui, pour décrocher le téléphone, mais quand on le reclenchait, ça faisait le bruit... Bizarrement, le carton, il faisait un bruit assez proche, alors on l'a laissé. Parce que bien sûr, il n'y a plus de cabine téléphonique, donc vous avez décidé d'en créer une. Oui, parce que quand on a commencé à écrire le scénario, il y avait encore la cabine téléphonique de Saxon, et avant de commencer le tournage, elle avait déjà été remplacée en boîte à livres, je crois. Voilà, exactement. Petit clin d'œil, effectivement, c'est que maintenant les boîtes, en tout cas celle de Saxon, la dernière cabine téléphonique qui reste, c'est une boîte à livres, donc c'est très bien. Vous pouvez faire D'ailleurs, on la voit dans
le film, à un moment où Adriano, il s'appuie sur cette cabine téléphonique remplie de livres. On a vu l'évolution de Saxon avec le temps. On n'y fait pas forcément attention. Bon, à part pour les destructions, ça, je pense que tout le monde voit, mais des petites choses qui changent. Et quand on fait un tournage et qu'il y a un truc qu'on trouvait sympa qui disparaît, c'est... Ah bah dommage. Alors justement, dans les trucs sympas quand on tourne, puisqu'en fait c'est votre motivation, hein, donc je pense qu'il y a, je sais pas si vous envisagez d'en faire quelque part une carrière, ou bien si c'est simplement un à côté passionnant, enfin une passion en soi, mais justement quand vous tournez, voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui vous rappellent, en fait, des éléments un peu croustillants? Ouais, alors quand on a commencé le tournage au tout début, je m'en rappelle encore, on avait commencé dans l'appartement pour faire les scènes de bureau. En fait, on est arrivé, on était parti sans lumière, on a allumé la caméra et j'ai vu que c'était tout noir, alors j'ai dit non, ça va pas le faire en fait, on va pas cramer l'image. On remonte à T-Saxon voir si Steve il a des lumières. Tu nous as passé, je crois, 2 ou 3 lumières. Puis du coup, après, on prenait les lumières quasiment à toutes les scènes qu'on tournait. Mais c'est vrai que je me rappelle de ça. Quand on est arrivé, j'ai allumé la caméra, j'ai vu c'était noir. J'ai dit, ouais, non, ça va pas le faire. Faut qu'on s'applique. Oui, et puis Christophe, oui. Typiquement, le vent. On arrive, on entend un vent pas possible. D'ailleurs, dans une des scènes, la première qu'on a tournée, c'est celle du flashback en noir et blanc. Et ben, il y avait un vent tellement fort qu'on était poussé littéralement par le vent, on devait se retenir. Mais ça, c'est les joies de Saxon. Oui. Moi, ça me fait penser à une anecdote aussi, notamment dans Luc Besson, quand il tournait, effectivement. Ils avaient fait un grand trail de travelling comme ça, puis il y avait je crois qu'ils ont tourné ça en Grèce, et il y avait aussi des vents très forts, et en fait, ils ont décidé de mettre, parce que quand on tourne, il y a les acteurs, les caméras, et puis les 2-3 personnes qui poussent comme ça, et le preneur de son, et en fait, tous les autres personnes de l'équipe qui étaient là, inutiles, en fait, ils les ont mis pour faire une espèce de mur contre le vent. En fait, ça vous est pas arrivé, hein? Je crois que ça nous est arrivé de mettre des fois quelqu'un pour bloquer... Juste où on avait la prise son, quoi, au moins d'essayer de masquer un peu, quoi. Oui, et puis je me rappelle aussi, là, la voiture, vous n'y allez pas par 4 chemins, en fait, hop, on y va. Ouais, ça c'est une idée de mon frère, et puis ça donne assez bien. Ouais. Et les crissements, c'est des vrais crissements, parce que je me rappelle que... Oui, c'est des vrais crissements. Voilà, mais en tout cas, ils sont très réalistes, hein, parce qu'ils font très cinématographique, en tout cas, quand vous démarrez là sur les chapeaux de roue. Donc, ouais. Mais qu'est-ce que vous... et justement, dans l'ambiance de tournage, qu'est-ce qui est sympa? Je trouve c'est sympa au début quand on arrive, on regarde un peu les scènes qu'on a tournées, parce qu'après peut-être Christophe il peut vous montrer, en fait il y a un collègue, Igor, qui nous a fait un storyboard en fait. Voilà, Igor qui est ici dans le studio, il est caché. Et donc nous on arrivait, on savait à peu près quelle scène on voulait tourner pendant cet après-midi. Ouais. Et on faisait ces scènes et puis voilà. Et on cochait au fur et à mesure de ce qu'on avait tourné. Ah bah toi, j'avais jamais vu le storyboard. Ouais, vous savez que vous êtes très organisé. Et puis, ah oui, aussi, il faut dire que Christophe et Igor sont étudiants diplômés en fait, de l'EPAC. Oui. Oui. Et puis, donc aussi, bien, bravo. Et oui, c'est pour ça que je me disais, tout en voyant le film tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui sont tournés à des moments vraiment très différents, donc comme un vrai tournage ça se passe, et je me disais tiens, ils ont rien lâché, quoi. Tous les détails sont là. Ouais, en fait on suivait tout le temps le storyboard quasiment, en fait on n'a quasiment pas divergé de ce qu'on avait prévu au départ. Donc, on savait exactement qu'est-ce qu'il nous restait à tourner. Comment il fallait faire les plans, donc on était au taquet. Une fois qu'on commençait à tourner, c'était bon, quoi. Oui. Et puis, donc là, vous avez, ce premier film, vous avez choisi de prendre un vrai réalisateur. Lee Trefel, oui. Donc oui, le réalisateur s'appelle Lee Trefel. Et en fait, pourquoi vous avez mis Lee Trefel pour les trèfles. Voilà, parce qu'en gros, on est tellement de membres à avoir participé à la réalisation que je voyais pas mettre le nom de Gabriel ou le mien ou celui
d'Igor, d'Adriano. Alors on a mis un pseudonyme et puis... Alors, ce qui est marrant, c'est effectivement, c'est qu'on voit, hein, il y a une homogénéité, il y a un vrai travail de cinéma, de mise en scène, et puis en fait, le metteur en scène est inexistant, quasiment. Oui, bah, parce qu'en fait, c'est la personne qui est devant la caméra, enfin, celui qui est pas... On a le storyboard qui nous guidait, on est un collectif. On savait un peu comment il fallait faire, quoi. Ouais, donc en tout cas, bravo pour ce travail. Donc un gros travail, hein. Je rappelle, vous avez mis 4 ans quasiment pour faire... Bon, après, on a été tranquillement. On venait les mercredis, on venait un peu les week-ends, des fois. L'éloge de la lenteur. Hâte-toi lentement. C'est très bien, hein, c'est très bien. Bah, justement, pour reprendre un peu les termes d'Alain Berset. Moi, c'est mon père qui le dit souvent. Ah, ok. Ah, c'est de famille, alors il a inculqué ce savoir-faire. Mais c'est bien, de toute façon, toutes les choses qui prennent du temps, souvent, c'est des choses qui ont une bonne maturité et qui sont beaucoup plus agréables à déguster. Oui. Pour un petit clin d'œil aussi. On voit aussi, hein, il y avait un petit clin d'œil à André Michelot. Oui, c'est mon grand-père. On a commencé à tourner les scènes dans sa maison. Et il est décédé pendant qu'on tournait les scènes, donc il n'a pas pu voir. Donc ça me semblait important de lui dédier parce qu'on a quand même tourné chez lui. Et je lui en remercie. Le mot fin, qu'est-ce que ça vous... Quand vous avez pu poser le mot fin sur la timeline, qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'on était quand même assez fiers du résultat. On a passé pas mal d'heures à la fin. Puis là, on s'est dit, ce serait bien de la passer au mois de septembre. Du coup, ces 2 dernières semaines, on est quand même venu pas mal pour essayer de finir. Mais ça a été, je pense, on n'a pas fait trop d'heures sup. On s'est pas mis comme toujours essayer d'aller finir vraiment un max, de faire jour et nuit. Mais on avait déjà bien avancé, en fait, le montage. Oui. Puis ce qui nous a permis, je pense, de bien finir aussi, de faire sortir cet épisode enfin, c'est qu'à un moment, on a commencé à monter les scènes qu'on avait. Il nous restait quelques scènes à tourner, sauf erreur. Ouais, même pas mal. Mais il nous restait pas mal. On a commencé à monter, on a vu que ça donnait vraiment bien. Puis on s'est dit, et puis là, ça nous a donné un coup de motivation pour finir, quoi. On a vu que ça donnait mieux que qu'est-ce qu'on avait fait avant et qu'on s'était amélioré et on continue dans cette voie-là. Ouais. Bah, magnifique, en tout cas, je ne peux que vous encourager, hein, parce que bien sûr, vous participez justement à l'aventure de Télé Saxon à travers vos aventures. Bien sûr, j'imagine que vous pensez au prochain. Oui. Ouais. On va pas dire de quoi il en retourne et on ne va pas dire de combien de temps on va le faire parce que ça, on ne le sait pas. De quoi il en retourne, on le sait, mais de combien de temps on va le faire, on espère juste que ce sera moins long. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne continuation et puis de garder la motivation et le plaisir surtout, puisque on vit pour le plaisir. Donc, on se réjouit en tout cas du prochain épisode. Puis bien sûr, vous pouvez retrouver le film en rediffusion et prochainement aussi sur YouTube, puisqu'en fait il existe un site, une chaîne Ici Saxon, chaîne YouTube Ici Saxon. Et il sera prochainement. Oui, je pense. Voilà, dès la semaine prochaine, voilà, je pense. Dans les on va laisser toutes les rediffusions. S'il n'y a pas d'imprévu, la semaine prochaine, on verra. Magnifique. Puisque maintenant, c'est les pouces, les views qui sont importants. On espère beaucoup de pouces et qui vont vers le haut, bien sûr, et beaucoup de views et aussi beaucoup de commentaires sympas parce que il y en a quelques-uns. On n'a pas énormément de vues, mais on fait ça pour le plaisir. Exactement. Ouais. Ah, mais génial, super. Alors, nous allons nous continuer notre petite émission puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura le magazine Makila de Jean-Jean qui va commencer, hein, donc hommage à l'hélicoptère. C'est un hélicoptère, oui. Lama, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je vais me faire avoir. Et juste avant ça, en fait, je vais faire une petite promotion pour les différents acteurs. Donc déjà, bravo à Bernard Maillancourt pour sa performance de son ultra trail qui s'est infligé lui-même. Donc monter 10 fois à la Pierre à Voir et redescendre.
10 fois de suite, donc ce qui fait 220 km en tout. Et en fait, il a terminé après quasiment une semaine de lutte, de persévérance et d'endurance. Donc, j'espère pouvoir en diffuser un petit extrait le mois prochain. Donc encore bravo Bernard. Et puis vous pouvez aussi aller, parce qu'il soutenait une association à travers son effort, c'est l'association Projo. Vous marquez association Projo sur Internet et puis vous pouvez aussi soutenir l'association qu'il défendait. Là, l'équipe du musée aussi n'ont pas chômé, et puis en fait je présente cette affiche. Alors hop, oui, il y a deux côtés. Alors donc c'est l'exposition de Patrick Thomas, Vibration, magnifique création au tableau en fait, que notre peintre saxonin a créé. Et il s'agit d'une exposition qui se tiendra en fait du 5 septembre au 19 décembre. Donc bien sûr, je pense que pas tout le monde a été au musée. Donc vraiment, profitez de visiter le musée, de voir les tableaux de Patrick Thomas. Et puis en fait, Marc-André m'a dit qu'ils avaient mis tout à disposition pour justement les mesures sanitaires, etc. Donc vous pouvez y aller en sécurité. Donc n'hésitez pas, allez au musée à partir de ce samedi 5 septembre. En termes d'histoire, nous continuons aussi avec la Société d'Histoire du Valais Roman qui organise en fait leur assemblée générale. Donc ça c'est pour eux. Et puis après ils ont un petit moment sympathique qu'ils ont décidé de partager avec la population, puisque c'est marqué ici, je ne veux pas dire de bêtises, les conférences sont ouvertes à toutes les personnes. Donc vraiment à entrée libre, allez-y. Inscription recommandée. Donc vous pouvez aller sur le site bien sûr de la Société d'Histoire du Valais Roman. Et en fait, il y aura des conférences qui sont assez sympas. Donc, c'est à partir de 9h45 au Casino de Saxon. Nous avons, je vous donne un petit aperçu des différentes conférences qui y trouveront. Alors, par exemple, le bestiaire de la peur au fil des siècles, la peur des rouges par Mathias Reynard, la folie blanche dans l'auberge de Maupassant, les émeutes abricots de Saxon par notre conteur local Charlie Farquet, la peur du schisme par Michel Galliquer, la falaise va-t-elle tomber sur le village par Jean-Daniel Rouillet, la menace de la grippe espagnole par Laura Marino, la chasse du diable au diable et aux sorcières par Stéphane Abbé, et l'or bleu suspendu au-dessus de la tête par Jean-Henri Pariot. Donc en fait c'est le papillon, pardon. Donc c'est des petites conférences qui sont très courtes, je pense que c'est 20 minutes par participant, ce qui en fait conduit de 9h45 à midi et qui termine par un verre de l'amitié puisqu'on est en Valais. Et puis petite promotion aussi, donc vous avez vu, Télésaxon, il y a les émissions qu'on a repris aujourd'hui, il y a aussi des créateurs comme on l'a vu tout à l'heure avec l'équipe des 6 Saxons. Et nous, Télésaxon, on est une télévision formatrice, et puis c'est vrai qu'on a quelques nouveaux membres qui sont venus nous rejoindre, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la télévision, par le son, l'image et tout ce qui touche au métier de la télévision, la présentation aussi bien sûr, parce que nous recherchons activement en fait des présentateurs, et donc n'hésitez pas à pousser la porte de Télésaxon. Donc on pourra mettre des informations, je mettrai ça sur le texte de Télésaxon, tiens, si jamais, pour aller rechercher et puis venir nous rencontrer. Et pour finir, je fais aussi une petite promotion pour le 30 septembre prochain. Élection oblige, nous allons faire l'émission débat politique pour la commune de Saxon. Donc date à retenir le 30 septembre, ce sera à 20h et ce sera en direct bien sûr sur Télésaxon. Donc on avance d'une semaine l'émission exprès pour que les gens puissent après voter tout de suite quand ils auront reçu le matériel de vote. Donc voilà, n'hésitez pas à nous regarder, je pense que ça vaudra la peine. Sur ce, je dis merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu aussi, de faire cette émission dans les conditions sanitaires. Et nous allons tout de suite finir notre émission avec justement le sujet Makila, en fait, de Jean-Étienne. Donc je vais lire comme ça, je ne vais pas faire de faute et pas trahir en fait le créateur.
Donc, il n'y a pas si longtemps, il était le roi du transport et du sauvetage en montagne. Avec sa grosse bulle vitrée et son chant si particulier, il a ravitaillé la cabane et aidé à construire les remontées mécaniques et secouru pas mal d'alpinistes. Vous l'aurez deviné, ce numéro de Makila est consacré au lama. Malgré son succès, cette machine est en train de disparaître à vitesse grand V. C'était le dernier moment pour rendre hommage à cet hélicoptère de légende. Allez, c'est parti, et encore merci Jean-Jean. Vous l'avez tous vu lors de vols de sulfatage ou de transport. Quand il est maîtrisé par un pilote aux 24 000 heures de vol, le spectacle devient légendaire. Le Lama a fêté les 50 ans de son premier vol en 2019. Il a enchaîné les succès et battu un record du monde par la suite. Mais l'épopée du Lama a commencé beaucoup plus tôt. En 1955, Sud Aviation dévoile le modèle Alouette 2, premier hélicoptère du monde à embarquer un moteur à turbine. La même année, le pilote d'essai Jean Boulet monte à 8209 mètres et bat le record mondial d'altitude avec cette machine. En 1959 apparaît l'Alouette 3. Plus puissante, elle est motorisée par un turbomoteur Artus 3B de 870 chevaux. En 1969, l'Inde fait partie d'une demande pour un hélicoptère léger capable d'opérer à haute altitude. Sud Aviation développe alors une Alouette 2 dotée de la turbine Artus 3B et des composants mécaniques de l'Alouette 2. C'est la naissance du Lama. La version indienne s'appellera Cheetah. I'm Wing Commander Dushyant Vats. I belong to 131 FAC flight. Our role of my unit is to fly the Chetak and Cheetah helicopter, which is the light utility helicopter of the Indian Air Force. Pendant que les Indiens reçoivent leur premier Cheetah, la Suisse commence à s'équiper avec le Lama. Le premier exemplaire arrive en avril 1971. Propriétaire d'Azermatt, il est immatriculé HBXDI. En juin, Air Glacier prend possession du Lama immatriculé HBXDG. C'est le début d'une nouvelle ère dans le domaine du sauvetage et du transport. On a passé d'une machine qui était déjà très performante avec l'Alouette, en passant sur du Lama qui était encore plus performant, qui nous permettait de transporter des charges plus lourdes. Et donc c'est devenu très rapidement la machine phare du transport aérien en montagne. « 10 mars 2011, Zermatt accueille 2 enfants du pays revenus d'un sauvetage à plus de 7000 mètres dans l'Annapurna. Le Lama India d'Air Zermatt fait son apparition. Cette machine est absolument mythique. En 2019, elle a fêté ses 40 ans de service au sein de la compagnie aux Valaisannes. Ce Lama est aujourd'hui le tout dernier à opérer chez Air Zermatt. Au total, la compagnie a exploité 17 Lamas à différentes périodes de son histoire. Hot. It's very hot. Hannah? Yes. Retour en 2019. Rencontre avec Gerold Biner, le patron d'Air Zermatt aux commandes du Lama India. Tout d'abord pilote, puis chef pilote, il a pris les rênes de la compagnie il y a quelques années. Le Lama, il le connaît par cœur. Moi j'ai environ 7500 heures de Lama. Mon copain Bernd van Dorny qui disait toujours c'est une assurance de vie. Et c'était vraiment un plaisir de voler une machine splendide comme le Lama. On a 880 chevaux sur le moteur
et c'est très petit, c'est très agile. Le moteur, il est très fiable. On dit toujours, on peut même mettre de l'huile de salade dedans et puis ça brûle et puis il n'y a aucun problème. Alors, c'est vraiment la machine pour la haute montagne. C'est tellement puissant, le moteur il est surmotorisé, on peut dire. Ça veut dire qu'on a la performance, même en haute altitude, on peut monter à 4600 mètres sans aucun problème. Et comme c'est très très petit, très agile, c'est vrai que c'est une machine pour les pilotes aussi. Le Lama était vraiment involvé dans tous les développements de sauvetage de haute montagne, ce qui concerne Air Zermatt. On a fait les premières directs de la face à Eiger, aussi dans la face du Cervin. Et puis le Lama, c'est carrément l'histoire d'Air Zermatt. À l'époque, c'est clair, c'était une révolution parce que 880 chevaux, un moteur extraordinaire, et puis on levait presque 900 kilos. C'était vraiment la révolution, et puis ça nous a porté beaucoup pendant plus que 30 ans, presque 40 ans. On était très fiers d'avoir cette machine. Le Lama est tellement puissant qu'il s'offre un record du monde proprement incroyable en 1972. Le 21 juin, piloté par Jean Boulet, un Lama grimpe à l'altitude phénoménale de 12 440 mètres. Presque 50 ans plus tard, ce record n'a toujours pas été battu. Les performances incroyables du Lama en ont fait un outil de sauvetage de premier choix. Par toutes les conditions météo ou presque, et à toutes les altitudes, il a sauvé des milliers d'alpinistes dans les Alpes. Certainement, le Lama, dans beaucoup des cas, c'était vraiment la dernière chance pour les alpinistes pour survivre, pour qu'on a pu effectuer le sauvetage à la fin. Moi, j'ai eu un sauvetage au Cervin dernièrement, la nuit, avec le grand 429. On avait des conditions de météo qui changeaient tout le temps, très vite. Et je ne suis pas arrivé à récupérer le blessé qui était gravement blessé à la tête. Alors on était vraiment sous pression. Et là, j'ai décidé de revenir à Zermatt, puis de prendre le vieux Lama, et puis finir toute cette action, le rescue avec le Lama. Puis finalement, ouais, on avait un petit peu plus de réserve, de marge, et la visibilité, c'était vraiment quelque chose qui était important cette nuit. Et voilà, grâce à ça, c'est un avantage d'avoir toujours un petit Lama dans le hangar. Fiable et rustique, le Lama s'est taillé une réputation de véritable mulet volant. Il a largement contribué au développement des installations des régions alpines. C'est la bête de transport, on va dire ça comme ça. C'est la machine qui nous a permis de développer les infrastructures du canton du Valais, et puis après des Alpes aussi, mais c'est ça qui nous a permis de construire les cabanes, qui a permis de construire toutes les installations de remontée mécanique. Avant, on faisait ça soit à pied, soit avec les avions. Hein. Il y avait les premiers Porter et les Piper Super Cup qui amenaient du matériel. Mais le Lama, c'était la première machine qui a permis d'amener pratiquement 700 kg à 3000 mètres. Le Lama était conçu autour de la turbine Artus 3B, extrêmement puissante, couplée à une mécanique capable de délivrer sa puissance à très haute altitude. Les ingénieurs de Sud Aviation avaient frappé fort, et le Lama est devenu rapidement un best-seller dans les régions de montagne. C'est une machine qui était, on va dire, très puissante, et cette puissance, elle nous permettait, elle pardonnait beaucoup, puisqu'on n'avait jamais de problème, à peu de choses près, jamais de problème de puissance jusqu'à 4000 mètres. C'est ça qui nous a beaucoup aidé. Région de Saillon, il est environ 6 h du matin. Jean-Louis Locher s'apprête à traiter les vignes contre les maladies avec du produit de contact. Pendant 2 heures, ce sera un carrousel endiablé parmi les nombreux obstacles du terrain. Jean-Louis ne cache pas sa joie de voler le Lama.
J'ai fait ma vie avec le lama, j'ai quasi 10 200 heures de lama. C'est toujours un tout grand plaisir de voler avec cette machine. Voilà plus de 30 ans que les lamas sillonnent les vignes avec des produits fongicides. Encore aujourd'hui, ils n'ont rien perdu de leur caractère exceptionnel. À l'époque, c'était la meilleure des machines. Une turbine de 870 chevaux, une maniabilité incroyable, sa turbine et surtout la visibilité. Le seul défaut qu'on pourrait donner au lama, c'est la chaleur qu'on rencontre l'été. On prend une température extérieure à 20 degrés. À l'intérieur, toute fenêtre fermée, le thermomètre monte jusqu'à 50 degrés. Le point fort du lama pour les travaux agricoles réside donc dans sa visibilité exceptionnelle. À 60 km/h et quelques mètres du sol, cette qualité représente tout simplement une question de vie ou de mort pour le pilote. Mais le gros danger, c'est de crocher une barre ou alors, étant donné que les barres ont été raccourcies, maintenant on peut toucher les pales. Ça pourrait arriver en passant proche des petits bosquets. La pale tourne quand même à 700 km/h. Donc c'est aussi un grand danger. Si on touche une pale dans un bon tronc, on est par terre. Tôt ou tard, un autre modèle d'hélico sulfatera les vignes valaisannes. Le lama présente tout de même un gros désavantage par rapport aux machines modernes. Comme je disais, peut-être le seul défaut qu'il a, il fait trop de bruit. Ça tape un peu sur le système des gens, surtout dans les vignes. Ça crie beaucoup. Le jour où on volera avec des B2, on sera bien. Beaucoup moins de bruit. La suprématie incontestée du lama pour le travail en montagne aura duré depuis le début des années 70 jusqu'en 1997. Cette année-là, Eurocopter présente l'écureuil B3, une version survitaminée de l'écureuil, une machine qui existait depuis déjà 1974. Doté d'un turbomoteur Ariel 2 de 850 chevaux, le B3 est capable de soulever 1400 kg au niveau de la mer, contre environ 1000 kg pour le lama. Sur ces images, on voit un B3 de série qui bat en 2005 un nouveau record d'altitude en se posant sur le sommet de l'Everest à 8858 mètres. Aujourd'hui, le B3 est la machine de remplacement du lama. Reste que par conditions extrêmes, le lama garde toujours sa supériorité. Novembre 2007, nous sommes à bord d'un lama dans le Haut-Valais. Le fun souffle par rafale à plus de 80 km/h. Le pilote doit récupérer des ouvriers dans une pente. Dans de telles conditions météo, notre lama fait merveille. Mais sa disparition ne risque-t-elle pas d'empêcher certaines missions de secours par grand vent? Un paquet de fun en montagne, c'est en dessus de 100 km/h. Déjà même avec un lama, s'il est dans les rouleaux, on ne va pas réussir à faire la mission. On va poser les guides du côté où ça porte, et puis après ils vont faire ça terrestre. Si on veut aller plus loin, il n'y a que le lama pour aller plus loin. Ou maintenant, on peut parler du 429, ou ces nouvelles machines qui sont surpuissantes aussi. Mais si on veut rester dans le cadre de notre compagnie, on prendra un lama tant qu'on en a. Le jour où on n'en a plus, on ira avec un B3, on fera ce qu'on peut. Et puis si on ne peut pas, on pose les guides le plus proche possible et ils feront un sauvetage terrestre. En 5 ans, j'ai vécu peut-être 2 situations où vraiment le lama a encore, même maintenant, joué la différence, malgré les outils comme le B3 ou le Bell 429. Mais c'est des cas extrêmes et puis ça vient de plus en plus rare
Le lama, il fait la différence parce que les constructeurs, ils cherchent des nouveautés, ils augmentent la puissance. Et puis là, on a aussi des outils qui sont très bien à disposition pour faire notre travail ici en haute montagne. Maintenir un lama en état de vol, c'est du travail, beaucoup de travail. Comptez 3 heures d'entretien par heure de vol. C'est 3 fois plus qu'avec une machine moderne. Mais les mécaniciens apprécient le côté rustique du lama. C'est une super machine pour travailler, de par son accessibilité et aussi pour la recherche de panne, le troubleshooting, parce qu'il n'y a pas d'électronique. C'est uniquement mécanique et électrique, donc beaucoup plus simple. Chaque jour, le lama réclame un graissage et différents contrôles après le vol. Et des contrôles plus approfondis sont prévus à intervalles réguliers. Un contrôle périodique, il commence chaque 25 heures de vol. On aura une inspection à faire. Et ensuite, à 100 heures, on aura des points supplémentaires, 200 heures également. Et dès 400 heures de vol, il y a un gros entretien à programmer sur l'hélicoptère. Après 12 ans ou 4800 heures de vol, c'est la révision générale. La machine est entièrement démontée, décapée, contrôlée, repeinte puis remontée. Après environ 3 mois et 1500 heures de travail, le lama est à nouveau prêt au vol. Il faut dire que la bête a été conçue pour durer. Je ferai un peu un parallèle avec l'électroménager. L'électroménager des années 60 tient peut-être plus longtemps que l'électroménager des années actuelles. Et ben pour l'hélicoptère, c'est exactement la même chose. C'est un hélicoptère qui a été abouti en 15 ans environ, alors que des hélicoptères actuels, ils sont en constante évolution. L'écureuil B3 est en service dans les compagnies valaisannes depuis le début des années 2000. Au départ, il a causé un certain scepticisme dans les milieux aéronautiques. Mais le B3 a-t-il finalement réussi à battre le lama sur son propre terrain? Quand on avait commencé, on n'avait pas assez d'expérience. Maintenant, on peut dire l'écureuil, s'il ne fait pas chaud, il est au même niveau, même un petit peu mieux, parce que c'est plus vite que le lama. Ça veut dire aujourd'hui, on a l'expérience, l'expertise, aussi à transporter jusqu'à 4600 mètres, plus ou moins les mêmes poids comme à l'époque avec le lama. On évolue, tout le monde évolue, et j'ai volé du B3, c'est juste magique comme machine. Les mises en route sont électroniques, la vitesse de pointe est supérieure, la croisière est supérieure, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de vitres. Donc c'est un outil idéal aussi pour voler pour le sulfatage. Lama ou B3, le choix entre une Jeep volante et le confort de la modernité. Quand il s'agit de désigner leur hélico fétiche, le cœur des pilotes balance. Quelle est leur machine préférée en définitive? Si j'ai le choix de voler le B3 ou le lama, ça dépend toujours de la situation. Mais comme j'ai peu d'occasions de voler le lama, je préfère toujours voler avec le lama. Alors, pour le travail aérien, le lama. Pour le vol taxi, le B3. Le lama, ça restera quelque chose dans mon cœur ancré et une machine extraordinaire et fantastique. Et puis le B3, c'est cette machine d'aujourd'hui, elle va vite, elle est intéressante au niveau de la polyvalence, et puis on est moins fatigué, on est moins vibré par les éléments. Donc, allons, si je dois choisir, je prendrai le lama. Malgré son aspect rustique, le lama est une véritable star sur Internet. Plusieurs sites lui sont consacrés. Et quand une vidéo de lama est postée sur les réseaux sociaux, ce sont généralement des milliers de personnes qui viennent la regarder. Comment expliquer un tel succès? Nostalgie aussi, la nostalgie des vieilles machines.
Les gens cherchent les vieilles voitures, cherchent les vieilles motos, pourquoi pas les vieux hélicos. On parle aussi de l'alouette. Il y a pas mal de personnes qui rachètent des alouettes pour les voler en privé parce qu'ils sont nostalgiques de cette époque-là. L'amour du lama, c'est clair, c'est comme une libelle. C'est vraiment l'origine du vol d'un hélicoptère, c'est vraiment ce qui représente l'origine du vol d'hélico. Et je pense que les gens, ils adorent. Il n'y a pas de poutre de queue, c'est une machine juste fantastique. Les modélistes ne sont pas en reste. Posséder une maquette volante du lama est un must. Pour preuve, cette réplique exacte d'India India. Construite par Robert Illmayer, elle est dotée d'un rotor de 4,50 m de diamètre. Pouvant emporter 17 litres de kérosène, elle est propulsée par un véritable moteur à turbine miniature. C'est même le plus gros modèle au monde motorisé de cette façon. Cherchez bien la différence avec l'original, vous ne la trouverez pas. Si je vois un modèle réduit avec les couleurs de X-Ray India, je suis tout d'abord très fier parce que j'ai pu voler le vrai hélico et je pense que notre design il est fantastique avec les étoiles qui représentent quand même notre drapeau du Valais et puis ça nous a porté beaucoup aussi au point de vue marketing. Au total, 84 lamas ont volé sous les couleurs helvétiques depuis 1971. Aujourd'hui, moins de 15 exemplaires sont encore immatriculés en Suisse. Et certains ne sont plus en état de vol. En définitive, qu'est-ce qui a causé la disparition progressive du lama? Après un bon moment qu'on a pu utiliser cette machine, elle arrive au bout. Il n'y a plus de pièces de rechange. La maintenance est énorme. Et il y a Airbus. À l'époque, c'était Sud Aviation. Ils ne fabriquent plus les pièces d'échange et puis c'est devenu très très difficile à trouver des pièces. Et puis il manque aussi, un point de vue technique, il manque un ordinateur dans la machine et voilà. Les amoureux du lama ont la larme à l'œil en voyant leur machine fétiche disparaître progressivement. Ils doivent bien s'y résoudre, un jour ce sera la fin. Mais quand exactement? X-Ray India va rester encore 3 ans chez nous. Et puis après, on est en butée avec les années. Après 12 ans, il faut toujours faire une révision générale. Et puis là, probablement, ce sera la fin de Hotel Bravo X-Ray India. On ne sait pas exactement quand est-ce que le constructeur aura vraiment décidé d'annuler ce certificat de type, donc ce serait à ce moment-là la fin officielle du lama ou de l'alouette, enfin plutôt des deux puisque c'est le même certificat. Et puis nous, en ce qui nous concerne, le lama qui est encore chez Air Glacier en opération, qui est le X-Ray Romeo Eco, lui il a l'autorisation, on va dire, pour autant qu'on trouve des pièces, de voler jusqu'en 2027. Plusieurs lamas aux couleurs valaisannes ont été vendus avec l'arrivée des B3 et ils sont partis parfois très loin. Les lamas qui sont sortis du service de vol, une partie d'entre eux ont été vendus, donc ont été révisés, ont été vendus en Norvège. Il y en avait quelques-uns qui sont partis là-haut. Il y a des machines qu'on a révisées nous-mêmes et puis les autres, eh bien, on les a, on va dire, vendues à des privés qui ont acheté des machines pour mettre dans leur garage, sur leur toit ou des choses comme ça. Les lamas sont partis en Inde, en Suisse, on a vendu un lama en Norvège, je dirais dans le monde entier. Et c'est la dernière qui nous reste. L'avant-dernier, on a vendu en Russie.
Hôtel Bravo X-Ray Papa Juliette. Et puis cette machine, elle vole encore. Ils n'ont même pas changé le design. Alors il y a les étoiles là, qui volent autour du Elbrus. Nous avons trouvé ces images sur Internet, propriété de la compagnie Eli Action. Celui qui fut immatriculé Papa Juliette amène aujourd'hui des passagers et des skieurs dans le Caucase. Les images parlent d'elles-mêmes. Exit donc le Lama dans quelques années. Ça sera la fin d'une page glorieuse de l'aviation de haute montagne. Mais faut-il regretter cette machine exceptionnelle? La vie des pilotes et des mécanos est assez nuancée. Non, pas du tout, je crois pas. Je crois pas. Aujourd'hui, avant, quand on roulait une coccinelle, on trouvait ça sympa. Aujourd'hui, on a des toutes belles voitures. On ne regrette pas ces voitures-là. On évolue aussi avec les nouveautés. Et au niveau technique, les nouvelles machines sont super bien équipées. Les mécaniciens plus anciens qui ont beaucoup passé de temps dans leur carrière professionnelle sur cet hélicoptère seront certainement tristes. Et les mécaniciens plus jeunes, eux, préféreront rester sur l'écureuil et ne seront pas trop tristes de voir quitter le Lama. Mais en général, je pense que par la charge de travail que le Lama amène, ça soulagera passablement les techniciens. Oui, ça va être la même chose comme avec l'Alouette 3, la fameuse Alouette 3. Quand elle est partie, on a regretté beaucoup. Ça va être la même chose pour le Lama. J'ai passé presque une année en l'air avec cette machine qui était toujours très bien avec moi. J'ai vécu beaucoup de belles choses et puis c'est des souvenirs qu'on ne va jamais oublier. On va certainement regretter de ne plus avoir des lamas, mais je pense que ça va continuer. Maintenant aussi, avec toutes ces histoires des drones, des hélicos avec des batteries, des moteurs électriques, je pense qu'il y a tout qui va changer, mais pas trop vite. We'll be right back.